Donc, pour tous ceux qui ne souhaitent pas apparaître dans cette formation, qui sera donc enregistrée et mise sur notre chaîne YouTube, surtout quand on vous donnera la parole, si vous la demandez à la fin de la présentation, n'allumez pas votre caméra si vous ne voulez pas figurer sur l'enregistrement. Voilà, donc moi je me présente aussi, donc je suis Jeanne, je suis la directrice de l'association Ulongana Nyamba. Et donc aujourd'hui, c'est moi qui va vous faire cette formation sur les tortues. Donc, je vais vous partager mon écran et on va commencer. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler de notre sujet préféré, c'est les tortues marines. Donc on pourrait en parler pendant des heures, mais on s'est décidé de faire court pour que vous réussissiez à avoir toutes les informations nécessaires en très peu de temps. Donc au programme, nous avons tout simplement 14 vérités sur les tortues marines. Donc, juste pour vous remettre en contexte un peu cette formation, donc c'est une formation qui est adressée à tout public. Donc, normalement, vous pouvez tous la suivre facilement. Elle est faite dans le cadre de notre programme NIAMOJA, qui veut dire objectif commun et qui vise à former des ambassadeurs de l'environnement marin et des tortues marines. Donc là, bienvenue à vous, nouveaux ambassadeurs des tortues et bientôt même spécialistes des tortues marines. Et donc, on compte sur vous pour continuer à diffuser les bons messages sur ces tortues et sur l'environnement de là où vous êtes pour assurer leur protection. Voilà, donc cette petite présentation va durer environ, on va dire, 30 à 40 minutes. Et après, on va donc passer aux questions, mais n'hésitez pas de poser vos questions tout au long de la présentation via l'outil Q&R. Voilà, donc on va commencer par ces vérités. Donc, juste pour vous donner un peu le contexte, donc cette présentation est basée sur des illustrations qui ont été réalisées lors de notre challenge Tout savoir sur les tortues marines qu'on a lancé en début de confinement sur notre site web. Et donc, on va reprendre à peu près les mêmes thématiques pour ceux qui connaissent et détailler un peu plus. Donc, tout d'abord, je vais commencer par essayer de vous expliquer un peu le cycle de vie des tortues marines avec les étapes les plus importantes. Donc, la tortue marine, c'est une espèce migratrice. Donc, ça veut dire quoi? Tout simplement qu'elle effectue des migrations qui peuvent se dérouler tout au long de son cycle de vie. Donc, la première migration que les tortues marines vont effectuer, c'est celle qu'elles font en étant tout petits, bébés, après être sorties de leur nid. Elles vont s'avancer vers la mer et c'est là que commence leur première grande migration. Donc, cette première migration est passive. Pourquoi on parle de passive? Parce que les petites tortues, elles se laissent dériver après 10 jours de nage frénétique pour s'éloigner des côtes. Elles se laissent dériver dans les grands courants marins et ça pendant des années. Donc, c'est que quelques années plus tard qu'on va les retrouver au niveau des côtes où elles ont de nouveau la taille nécessaire pour que les prédateurs qui sont au niveau des côtes ne puissent pas les attaquer. Donc, quels sont les prédateurs des tortues? C'est tout simplement les gros poissons, quand il y a des petites tortues, et puis les très gros poissons, c'est-à-dire les requins, quand elles sont un peu plus âgées. Donc voilà, quand elles ont fini cette première migration, il ne va plus y avoir de nouvelles migrations jusqu'à leur maturité sexuelle. Donc la maturité sexuelle des tortues, elle arrive assez tard, parce que c'est une espèce avec une forte longévité. Donc elle arrive autour, alors, tous les chercheurs ne sont pas d'accord, mais autour des 30 ans, on va dire.
Donc, à partir de 30 ans, les femelles vont commencer à faire des migrations qui sont liées à la reproduction. Donc, les femelles vont ensuite partir de leur lieu de résidence ou d'alimentation et elles vont rejoindre leur plage de naissance. Donc, elles vont retourner sur leur plage de naissance pour, à leur tour, donner la vie. Donc, elles peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres et ça pendant quelques semaines. Et pendant ce temps-là, elles sont à jeun, c'est-à-dire elles ne mangent pas. Ensuite, elles vont donc arriver à leur site de reproduction où elles vont rester quelques mois, 2-3 mois. Et puis, elles vont retourner sur leur site d'alimentation. Donc, ces migrations-là, elles les font tous les 3 ans, parce que c'est des migrations qui tirent beaucoup sur leur stock énergétique et il leur faut 3 ans pour reconstituer ces stocks énergétiques sur leur lieu d'alimentation. Donc voilà, à Mayotte, les tortues qui pondent à Mayotte, il y en a certaines qui ont été équipées de balises Argos. Donc les balises Argos, c'est des balises GPS qu'on pose sur la carapace des tortues et qui permettent ensuite de suivre en fait leur chemin de migration, leur trajet de migration. Et en fait, on s'est aperçu qu'elles retournent sur les côtes africaines, mais aussi sur les plages des îles voisines. Donc, les tortues qui pondent à Mayotte, elles s'alimentent sur les côtes africaines et sur les îles voisines. Et les tortues qui s'alimentent à Mayotte, par contre, elles vont ailleurs pour pondre. Et là-dessus, on n'a malheureusement pas encore beaucoup d'informations. Voilà, ça c'était pour la migration. Donc, quand les tortues marines arrivent au niveau, donc les femelles arrivent au niveau de leur plage de ponte, donc pour assurer la reproduction, la ponte, et elles sont attendues par des tortues mâles qui sont là pour s'accoupler. Donc, pendant toute la période de reproduction, donc quand les femelles sont au niveau de leur plage de ponte, il peut y avoir plusieurs accouplements et donc plusieurs mâles différents entre les différentes pontes. Donc la femelle, elle va pondre plusieurs fois pendant la phase de reproduction, toutes les 2 semaines environ. Et il va y avoir plusieurs accouplements aussi pendant ce temps-là. Donc comment se passe l'accouplement? L'accouplement se passe en mer et le mâle va s'accrocher à la femelle grâce à des adaptations qui le différencient de la femelle. Donc, par exemple, un plastron, donc c'est la carapace ventrale qui est concave, qui lui permet vraiment de se fixer sur la femelle, mais aussi des griffes un peu plus développées au niveau des nageoires antérieures qui lui permet de s'accrocher sur la femelle, et puis de sa queue qui est beaucoup plus développée que celle de la femelle et qui contient d'ailleurs son appareil génital. Donc, l'accouplement est très très long, il va durer jusqu'à 6 heures. Et il est très, très éprouvant pour la femelle. Tout simplement parce que la femelle, elle doit porter le mâle et elle doit arriver à retourner sur la surface pour respirer malgré la présence du mâle sur son dos. Et en plus de ça, souvent, il y a plusieurs autres mâles qui côtoient la même femelle et qui sont donc autour du couple, qui font des rondes, qui croquent leur nageoire arrière en espérant qu'eux, ils vont avoir leur tour aussi, leur chance aussi de s'accoupler avec cette femelle. Donc voilà, un acte très, très fatigant pour la femelle, mais qui est nécessaire pour ensuite assurer la fécondation des œufs. Donc justement, parlons de la ponte. Donc la ponte qui nécessite bien évidemment avant au moins un accouplement. La ponte, elle se réalise, en tout cas c'est chez les tortues vertes, uniquement la nuit. Donc pourquoi? Pour qu'elle soit au calme. Et elle se fait donc sur les plages, et sur des plages bien spécifiques. Donc c'est surtout des plages naturelles avec une végétation et où il n'y a aucun dérangement. Donc la femelle, elle va monter de nuit. Et puis, il y a plusieurs étapes de creusement de son nid. Donc son nid, qu'elle va le faire à l'abri de la végétation, tout en haut de plage, là où les œufs ne sont pas touchés par la marée et par le soleil, qui risquerait de les cuire.
Donc, elle va faire plusieurs trous dans le sable. Donc, un premier grand trou qu'on appelle la cavité corporelle, qu'elle réalise avec ses grandes nageoires avant, avec beaucoup d'énergie. Et puis, un deuxième trou au niveau de ses nageoires arrière, qu'elle réalise d'ailleurs avec ses nageoires arrière et qui est de forme cylindrique, très profond et qu'on appelle le puits de ponte. Et c'est ce trou-là qui reçoit ensuite une centaine d'œufs. Donc, là, pour faire référence à l'image que vous voyez, on dit toujours que les tortues, elles ont mal, elles pleurent pendant la ponte. Mais en fait, les larmes, alors peut-être oui, peut-être certainement, elles ont mal, hein, ça c'est difficile à dire. Mais en tout cas, les larmes ne sont pas dues à leur tristesse, mais c'est tout simplement des glandes. Donc, c'est les mêmes glandes que nous, on a, mais les glandes lacrymogènes, mais qui ont été modifiées et qui sont faites des glandes à sel qui sont là pour évacuer le sel. Donc, il faut se dire que la tortue marine, elle vit dans un milieu très salé, donc la mer, et qu'elle doit en permanence évacuer l'excès en sel que son corps accumule automatiquement par osmose et par son alimentation. Voilà, donc non, les tortues ne pleurent pas parce qu'elles sont tristes, mais elles pleurent tout simplement parce qu'elles doivent en permanence évacuer cet excès en sel. Donc ensuite, quand les tortues ont fini de pondre, elles sont retournées à la mer, et ben, on va devoir attendre 2 mois environ jusqu'à ce que les petites tortues soient prêtes à éclore. Donc pendant ces 2 mois se passe l'incubation. Donc l'incubation se fait bien évidemment dans des conditions assez spécifiques. Donc les œufs qui sont sur le sable bien recouvertes par la tortue femelle. Et en fonction de leur profondeur, en fonction de l'emplacement du nid, la température la température de chaque œuf pendant l'incubation va être différente. Et alors, ça, c'est assez particulier chez les tortues, mais aussi chez certains autres reptiles, c'est que cette température moyenne d'incubation va définir le sexe de l'embryon tortue et puis voilà, de la tortue qui va sortir de cet œuf. En fait, il y a une température charnière, on va dire, qui est de 29 degrés. Et si la température moyenne durant l'incubation a dépassé les 29 degrés, il y a certains gènes qui sont activés dans cette petite tortue et qui vont permettre le développement des organes féminins, des organes femelles. Et si la température a été en dessous de 29 degrés, il y a les organes mâles qui vont se développer et la petite tortue va devenir mâle. Donc là, on parle donc de déterminisme du sexe lié à la température. Donc, et au contraire de ce qu'on trouve chez les humains, où le déterminisme du sexe se fait au niveau des chromosomes, donc X et Y. Donc, ensuite, une fois que les petites tortues sont toutes prêtes, bien développées pour éclore, elles vont éclore. Donc, souvent, ça se passe de manière étalée sur une semaine. Elles ne vont pas toutes éclore en même temps. Mais par contre, elles vont toutes s'attendre ensemble dans le nid avant de sortir. Donc, la sortie du sable s'appelle l'émergence. Donc, les petites tortues, elles vont arriver jusqu'à la surface en vibrant, en bougeant frénétiquement. Donc, ce qui va faire que le sable va tomber entre les tortues et va les faire remonter, la petite boule de bébé tortue. Et elles vont attendre sous la surface jusqu'à ce que le sable soit moins chaud. Donc souvent, on peut observer des émergences pendant la nuit, un peu difficile d'observer, ou alors donc, pendant la journée, après une pluie par exemple, qui aurait refroidi le sable, ou alors tout simplement en fin de journée, quand la température du sable aura bien baissé. Donc là, les tortues, elles vont sortir et leur seul but, ça va être rejoindre la mer, tous ensemble, le plus rapidement possible pour éviter les prédations. Donc il y aura beaucoup de prédateurs, hein, surtout des oiseaux, qui vont essayer de venir chercher ces tortues. C'est pour ça qu'elles sortent en grand nombre, parce que l'effet de masse ne va pas permettre aux prédateurs d'en prélever beaucoup.
Donc, les petites tortues, comment de nuit elles retrouvent la mère pour faire référence à cette illustration? Et bien, tout simplement, contrairement aux tortues femelles adultes qui préfèrent des endroits sombres pour pondre, les petites tortues, elles vont être attirées par la lumière. Parce que généralement, donc comme vous le pouvez voir sur cette illustration, la mer, elle est éclairée par la lune et les étoiles, et donc permet aux tortues de s'orienter dans cette direction. Donc maintenant, vous imaginez bien, si on a des constructions en arrière-plage, des routes, des habitations, des hôtels, etc., ou même des feux de volée ou autres, bah, les bébés tortues vont s'orienter vers cette source de lumière qui sera beaucoup plus forte et seront complètement désorientés. La même chose se passe si vous prenez par exemple en photo un bébé tortue, il va devenir complètement désorienté. Donc voilà. Pour éviter que ces petites tortues soient attirées dans la mauvaise direction, il faut veiller à ce que nos plages, avant tout nos plages de ponte, restent sombres la nuit. Donc, maintenant, on va parler des deux sexes, donc mâle et femelle des tortues, et des différences de comportement, sachant que je vous ai déjà parlé des différences morphologiques. Donc, pour rappel, comment on reconnaît un mâle tortue quand vous baignez, par exemple, à Ngouja et vous observez une tortue, bah, vous regardez simplement est-ce que la queue dépasse la carapace arrière ou pas. Lorsque cette queue dépasse de loin la carapace arrière, bah, il s'agit certainement d'un mâle. Si la queue ne dépasse pas, bah, il peut s'agir d'une femelle, donc si la tortue est adulte, ou alors d'un juvénile où la queue n'est pas encore développée. Donc ça, c'est pour les déterminer, les identifier facilement. Et maintenant, sur le comportement, il y a quand même des grandes différences. La tortue mâle, par exemple, actuellement, les chercheurs ne sont toujours pas certains, mais d'après ce qu'ils pensent, c'est que les tortues mâles ne vont jamais réaliser, à part la première migration réalisée par les bébés tortues qui viennent juste d'émerger, il ne va jamais faire de migration liée à la reproduction. Donc lui, il va rester à son site d'alimentation et attendre les femelles qui, elles, réalisent les longues migrations pour s'accoupler avec elles. Les mâles ne vont pas non plus monter sur les plages. Donc, si vous voyez une tortue sur la plage, c'est forcément une femelle qui veut aller pondre. Il va passer toute sa vie dans l'eau. Alors, il y a quelques exceptions sur quelques sites où les tortues, soit pour thermoréguler, c'est-à-dire c'est des animaux à sang froid et quelquefois elles ont besoin d'augmenter leur température, et les tortues mâles peuvent s'échouer sur la plage et sortir un tout petit peu pour augmenter leur température. Et ça a également été observé dans un objectif de fuir les prédateurs. Donc, ils vont sortir sur la plage, par exemple, pour fuir un requin. Mais ils ne vont jamais, comme les femelles, monter jusqu'en haut, commencer à creuser, etc. Donc, voilà les grandes différences entre les mâles et les femelles. Donc, les femelles sont équipées d'un organe assez intéressant, qu'on ne trouve pas seulement chez les tortues, mais même chez certains insectes, et que le mâle n'a pas. Donc, on parle d'une poche très spécifique qui s'appelle la spermathèque. Donc, la spermathèque, c'est une poche qui permet de collecter le sperme des mâles lors de l'accouplement. Et donc, l'avantage de cette poche est que la tortue femelle n'a pas besoin d'un accouplement avant chaque ponte pour féconder les œufs. Un seul accouplement va permettre d'assurer la fécondation des œufs pendant toute sa période de reproduction, donc pendant 5 à 7 pontes. Et en plus, cette poche, elle peut accueillir donc, le sperme de différents mâles, ce qui fait que dans un nid de tortue, il peut y avoir, donc il y a forcément tous les bébés tortues proviennent de la même maman, mais ils peuvent avoir différents papas. Donc d'où l'illustration. Donc ils sont certainement en grande partie
demi-sœurs et demi-frères. Donc, pourquoi cette stratégie? Tout simplement, ça favorise la diversité génétique. C'est-à-dire, sur toute une émergence, on aura des bébés tortues qui sont déjà très différents au niveau génétique. Et la diversité génétique est surtout importante pour augmenter la résistance aux maladies. Donc, c'est une stratégie très efficace. Donc, maintenant, on va passer à la prochaine thématique qui est la photo-identification. Donc, qu'est-ce que c'est la photo-identification? En fait, c'est une méthode qui est utilisée par les chercheurs pour identifier individuellement chaque tortue. Donc, c'est quelque chose qui a été développé assez récemment, donc ces dernières années, et qui permet donc tout simplement, en prenant les photos du profil gauche et droite de la tête des tortues, de les reconnaître. Parce que les tortues, en fait, ils vont avoir un profil d'écaille sur leur tête qui ne va pas varier tout au long de leur vie. Donc, ce profil reste le même et il sert comme une empreinte digitale pour les tortues. Donc, à chaque fois qu'on va les prendre en photo, on saura que cette tortue, c'est celle qui a déjà été identifiée il y a quelques années sur ce site-là. On pourra alors suivre les mouvements des tortues, leur déplacement de migration. On pourra aussi voir si c'est toujours les mêmes tortues qui viennent pondre sur la même plage. On pourra estimer des populations de tortues qui s'alimentent par exemple sur un herbier. On peut même voir, on a pu constater qu'elles sont fidèles à des patchs d'herbier, à des spots sur leur herbier, donc elles sont très fidèles à chaque endroit. Donc c'est des données assez intéressantes qui permettent de mieux comprendre le comportement de ces tortues. Et donc, ces programmes de photo-identification, il y en a beaucoup dans le monde. Et donc, l'association Oulangala Nyamba, bien sûr, on a un aussi. Donc, nous, on suit la population des tortues dans la Vasière des Badami. Donc, Vasière des Badami, qui est un milieu très spécifique, qui est situé en Petite Terre et qui est une zone Ramsar d'ailleurs. Donc voilà, on passe à la prochaine thématique qui est l'apnée. Donc je ne sais pas si vous le saviez, mais les tortues marines sont des championnes d'apnée. Donc pourquoi on parle d'apnée? Tout simplement, des tortues, ce ne sont pas des poissons, donc elles ne sont pas équipées de branchies, mais elles sont équipées de poumons. Et en fait, les tortues marines, elles descendent bien des tortues terrestres et qui sont retournées à la mer il y a environ 110-130 millions d'années, en fonction des genres. Et donc, elles ont dû s'adapter à leur vie à la mer. C'est un peu la même chose qui s'est passé pour les mammifères marins, les baleines, les dauphins, etc., qui ont également effectué un retour à la mer dans l'histoire. Donc, les tortues marines ne sont pas des mammifères marins, ce sont des reptiles. Je le précise parce que des fois, il peut y avoir des confusions. Mais les contraintes sont les mêmes et elles ont dû s'adapter à ce milieu marin. Donc, elles ne peuvent pas respirer sous l'eau et elles doivent remonter à la surface. Donc, j'imagine que vous avez déjà observé depuis la plage la mer pour voir si vous voyez des petites têtes de tortues marines dépasser pour respirer. Et la prochaine fois, essayez de vous amuser à compter le nombre de minutes qui s'écoulent entre chaque respiration de tortue. Lorsque les tortues sont en activité moyenne, par exemple sur un herbier en train de manger, si c'est une tortue verte, elles vont respirer environ toutes les 7 minutes. Lorsque l'activité augmente et que du coup les besoins en énergie, en oxygène augmentent, les tortues marines, elles vont augmenter leur fréquence respiratoire. Et d'ailleurs, si elles se sentent en danger, vous allez voir par exemple si vous vous approchez tout doucement une tortue qui est en train de s'alimenter sur l'herbier, si elle est farouche, et elle va certainement, la première chose qu'elle va certainement faire, c'est prendre une grosse respiration pour se préparer à un effort physique beaucoup plus intense qui est la fuite. Donc, comment font-elles alors quand elles dorment? Ça doit être assez compliqué. Et en fait, non. Les tortues marines peuvent adapter leur rythme cardiaque, le baisser d'une manière à ce qu'elles consomment que très peu d'énergie quand elles dorment.
Donc, elles peuvent faire des apnées de plusieurs heures au moment du sommeil. Donc, souvent, où vous pouvez observer des tortues dormir, donc souvent, c'est dans les récifs coralliens, sur des pâtés coralliens. Elles peuvent se poser là-dessus et vous allez voir, elles sont comme dans un état léthargique. Elles ne bougent quasiment pas et elles ne remontent pas souvent pour respirer. Donc, cette possibilité de diminuer leur rythme cardiaque et leur dépense d'énergie, c'est une fabuleuse adaptation pour pratiquer l'apnée d'une manière assez incroyable. Donc, nous n'avons pas encore parlé d'alimentation. Donc, que mangent les tortues marines? Ça dépend des espèces et ça dépend aussi du stade de leur cycle de vie. Donc, les tortues, les bébés tortues, les jeunes tortues, quand elles sont en train de dériver dans les océans lors de leur première grande migration, évidemment, elles n'ont pas accès à de nombreuses ressources alimentaires. Et en fait, elles vont se nourrir d'un peu tout ce qui leur passe dans la bouche. C'est-à-dire, ça peut être des petites algues, des petits planctons, des petites crevettes, etc. Tout ce qu'elles trouvent. Et donc, on dit qu'elles sont omnivores. Donc, elles mangent de tout, des végétaux comme des animaux. Donc, ensuite, quand elles viennent au niveau des côtes après quelques années et qu'elles ont déjà une certaine taille, progressivement, en fonction des espèces, le régime alimentaire va changer. Ainsi, par exemple, la tortue verte, elle va donc revenir sur des herbiers et son régime qui à la base était omnivore va devenir uniquement herbivore. Donc une tortue verte va se nourrir uniquement d'herbes et d'algues. Et quelquefois, on peut aussi l'observer à manger, par exemple, des de corail, d'éponges et même de petits crustacés, tout ce qu'elles trouvent dans les récifs coralliens. Les tortues luttes, elles vont se nourrir quasi exclusivement de méduses, donc d'énormément de méduses, parce que c'est la plus grosse tortue qui existe au monde. Mais en plus, les tortues ne sont pas très nutritives. Elles sont constituées presque entièrement que d'eau. Et donc, elles doivent en manger énormément pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Ensuite, on a comme la tortue kawan, qui est aussi appelée grosse tête, parce qu'elle a une tête énorme avec des muscles de mastication énormes qui lui permettent de croquer par exemple, d'ouvrir un gros mollusque. Donc, elle aussi, elle va être en partie carnivore. Voilà, vous allez même pouvoir voir que le bec des tortues marines va être adapté à leur manière de manger. Ainsi, le bec des tortues vertes va être tout aplati pour brouter sur les herbiers et le bec de la tortue imbriquée va être plus allongé en forme de bec de rapace et pour pouvoir fouiller dans les anfractuosités des récifs coralliens. Donc voilà. Ça, c'est pour l'alimentation. Et pour venir à ce qui est montré sur l'image, malheureusement, les tortues, elles sont connues aussi pour se tromper quelquefois sur leur alimentation et manger du plastique. Donc, des déchets que nous avons abandonnés et qui se retrouvent à la mer. Donc là, récemment, les chercheurs ont trouvé que, contrairement à ce qu'on disait avant, qu'il s'agissait certainement d'une confusion visuelle, c'est-à-dire les tortues qui confondaient les sacs plastiques, par exemple, avec des méduses et qu'elles les ingéraient, ce qui n'expliquait pas les petits morceaux de plastique qu'on pourrait quand même trouver dans leur estomac. Donc, en plus de cette confusion visuelle, il y a également une confusion de l'odeur olfactive, parce que souvent, les vieux déchets marins qui ont flotté déjà depuis un bon moment, elles sont recouverts d'algues et d'un biofilm qui va leur donner une odeur qui plaît apparemment à la tortue et elle va donc les avaler. Donc ça peut mener à des occlusions intestinales, donc le transit digestif va être arrêté et la tortue, elle va finir par mourir parce que il y aura des gaz qui vont se former, elle va flotter, elle va ne plus pouvoir se déplacer normalement.
et elle prendra longtemps à mourir parce que les tortues marines sont très résistantes. Elles peuvent rester à jeun pendant très très longtemps. Donc voilà, c'est assez atroce comme mort. Et donc je vous invite à tous à réduire vos déchets, limiter complètement vos déchets et veiller à tout jeter dans la poubelle pour éviter ce sort aux tortues marines et bien d'autres animaux marins. Donc justement, continuant sur cette lancée, donc là on a parlé d'une première menace qui sont les déchets marins. Donc les déchets, on peut également les trouver sur les plages. Donc là, ils peuvent constituer un obstacle à la ponte des tortues. Donc pendant la ponte, la tortue, elle va trouver un endroit où le sable est meuble, et dès qu'elle tombe sur un petit obstacle, que un autre endroit. Et si elle ne trouve pas d'endroit sans déchets, elle va retourner à la mer et elle va essayer de trouver une autre plage. Donc, si elle ne trouve pas d'autre plage, là, ça va être compliqué pour assurer sa descendance. Donc, les plages, c'est un habitat très important pour les tortues, pour une étape vitale dans leur cycle de vie, c'est-à-dire la reproduction, assurer la pérennité de leur espèce. Et vu qu'elles reviennent dès leur maturité sexuelle, c'est-à-dire une trentaine, quarantaine d'années plus tard, après leur naissance, sur leur lieu de naissance, en se disant que, ok, si moi j'ai réussi à survivre sur ce lieu de naissance, c'est que les conditions sont potentiellement favorables à la survie de mes petits. Donc, elle va revenir sur ce lieu de naissance et elle va souvent le trouver complètement modifié. Parce que vous savez bien, en 30 ans, un endroit, surtout le Mayotte, qui est un endroit en plein développement, les plages peuvent être aménagées et modifiées. Et certainement, souvent, les conditions ne sont pas forcément adaptées à la ponte de la tortue. Donc, souvent, elle ne va plus trouver de la végétation en arrière-plage. Donc, souvent, il y a par exemple des murs qui ne permettent pas à trouver le site propice pour leur pente parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Voilà, des fois, elle peut trouver des pièges sur la plage en forme de déchets, de filets abandonnés, etc. Donc, certainement, les tortues marines, elles vont avoir de moins en moins de plages propices à leur ponte. Donc là, on parle de dégradation des plages, de dégradation en fait, de l'habitat naturel des tortues. Donc c'est pour ça que les communes, entrepreneurs, etc., qui ont des projets sur le bord de mer, c'est très très important de respecter l'habitat naturel des tortues pour permettre on va dire, cette cohabitation des humains et des tortues sur une même plage qui est possible tant qu'on respecte cet habitat naturel. Par exemple, maintenir la végétation en arrière-plage. Donc justement, continuant sur les plages, il y a un autre facteur qui est très important, c'est l'éclairage. Une tortue marine, donc quand tout est sombre, choisissent la nuit, c'est là où elles arrivent à se fondre dans l'ombre en fait de la plage. On ne les voit pas et elles se sentent beaucoup plus en sécurité par rapport aux prédateurs, notamment êtres humains qui pourraient se trouver sur ces plages. Donc, elles ont de plus en plus tendance à chercher les plages les plus isolées pour effectuer leur ponte. Et il y en a de moins en moins, et surtout les plages isolées, souvent, elles sont victimes d'un autre problème qui est le braconnage des tortues marines. Mais on y reviendra. Donc, dès qu'elle voit de l'éclairage, elle va forcément choisir. Maintenant, il y a des solutions. Donc, il y a des lumières, par exemple, qui sont tournées vers l'intérieur des plages. Le maintien de la végétation comme barrière à la lumière entre la plage et l'arrière-plage sont un facteur très, très important aussi.
Donc voilà. Et puis nous aussi, on a tous notre responsabilité individuelle de ne pas utiliser de lampes ou de téléphone ou toute autre source de lumière sur des plages où on sait qu'il peut potentiellement y avoir des tortues. Donc peut-être éviter de nuit fréquenter ces plages avec des lumières ou désoriente les bébés tortues lors de l'émergence, mais empêche aussi les tortues adultes, les femelles adultes, venir pondre sur cette plage. Donc la lumière, c'est un facteur très important. Donc parlons d'une autre menace qui est la pêche, une menace très importante, la menace la plus importante quand on parle en termes de mortalité au niveau mondial. Donc il y a énormément de tortues marines qui sont capturées accidentellement. Donc d'un côté dans les gros filets de pêche des chalutiers, mais ils peuvent aussi être victimes de captures accidentelles sur des hameçons, parce que certaines tortues sont carnivores et mordent aux hameçons. Et donc elles sont quasiment impactées par toutes les méthodes de pêche. Donc on estime sur les 20 dernières années qu'il y a plus de 8 millions de tortues marines qui ont été victimes de captures accidentelles. Donc, comme à chaque fois, je vais quand même vous dire qu'il y a des solutions aujourd'hui qui permettent d'empêcher ces captures accidentelles. Donc, par exemple, les pêcheurs peuvent s'équiper d'hameçons circulaires qui évitent en fait que la tortue s'accroche dedans. Il y a aussi possibilité d'équiper les chaluts avec des trappes spécifiques qui permettent aux tortues de sortir au moment où le filet va s'enfermer. Il y a aussi, on peut aussi équiper ces chaluts de lumière ou d'ailleurs tout autre type de filet de lumière verte qui n'impacte pas l'arrivée des poissons, la capture de poissons, mais on va dire, qui alerte les tortues qui ne vont donc pas s'approcher de ce filet. Donc à Mayotte, on peut trouver des tortues noyées dans des filets de pêche, souvent des filets abandonnés, donc ce qui est d'ailleurs interdit. Et, d'ailleurs, il y a aussi une loi, un texte, un arrêté préfectoral qui interdit d'utiliser les filets sur les herbiers, les récifs et dans les chenaux de mangrove, justement pour éviter la capture de tortues dans ces habitats. Donc toujours surveiller le filet et ne pas le poser dans les habitats de tortues. Et on recense également beaucoup de captures à la ligne ici à Mayotte. Donc là, c'est très important de ne pas relâcher la tortue comme ça en mer. Donc s'il y a une possibilité, on peut appeler le réseau échouage local, qui est le REMA, et qui a un numéro d'astreinte. Donc, si vous voulez l'enregistrer, vous pouvez dans l'outil Converser pour que vous puissiez l'avoir sur vous. Donc, c'est le 06 39 65 41 41, 69 41 41. Et ce numéro, on va vous répondre. Et souvent, les gens, ils peuvent intervenir pour enlever, par exemple, l'hameçon de la tortue avant de la relâcher. Donc, voilà, ça, c'est vrai pour les tortues en détresse, mais aussi pour les tortues mortes. Si vous en voyez une, n'hésitez pas d'appeler les réseaux, ce qui permet vraiment de recenser tous les cas de mortalité et les causes, les menaces des tortues marines à Mayotte. Voilà, et pour finir, je vais vous parler d'un sujet, à notre sens, très, très important. Donc, sachant que toutes ces menaces vont être détaillées par Dina dans la dernière présentation, la dernière de ce cycle de formation. Donc là, je vais juste vous parler de la voleur des tortues marines. Donc à Mayotte, il semble que ces tortues marines ont deux valeurs. Donc une valeur illégale, commerciale liée au braconnage pour leur chair, qui donne donc l'idée aux braconniers de prélever cette viande de manière illégale et de la vendre. Donc la chair de tortue aujourd'hui, en fonction du moment de la revente, etc., peut valoir assez cher. Donc on a des prix entre 5 € et jusqu'à 40 € le kilo.
Donc, le braconnier peut se faire l'argent facile et rapide, sachant qu'il y a environ 40 kilos sur une tortue. Vous pouvez estimer rapidement leur valeur illégale sur le marché noir. Mais en fait, il faut aller au-delà, il faut voir beaucoup plus loin, parce que là, c'est un raisonnement, on va dire, à court terme. Donc, le braconnier va avoir beaucoup de sous en peu de temps. Mais malheureusement, ce n'est pas contribué au développement de Mayotte, parce que les tortues aujourd'hui sont un patrimoine essentiel qui attire par exemple les touristes, qui rendent plein de services écosystémiques, qui sont même utilisés comme symbole pour Mayotte par le comité du tourisme par exemple. Donc c'est vraiment des animaux, des animaux phares, des animaux emblématiques que tout le monde souhaite voir de manière durable, par exemple via l'observation respectueuse possible et qui permettrait de valoriser autrement que illégalement cet animal, sachant qu'aujourd'hui, le braconnage est très important. Donc, vous avez sûrement suivi les actualités. C'est encore quelque chose qui est très important et qui menace aujourd'hui la pérennité des populations de tortues marines sur Mayotte. On estime qu'environ 10% dans les années où il y a le plus de braconnage, qu'environ 10% des femelles qui viennent pondre à Mayotte subissent ce sort-là, c'est-à-dire finissent sous le d'un braconnier. Donc voilà, et de proposer des alternatives. Et Dina abordera ce sujet beaucoup plus en détail dans la présentation à venir. Donc voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté et on va commencer à répondre aux questions. Donc Dina, est-ce qu'on a eu des questions? Je pense que tu es sur muet pour l'instant. Oui, désolée. Oui, on a pas mal de questions et d'ailleurs, je pense la connexion passait pas très bien. Je sais pas si c'était avec la vidéo ou pas, mais à un moment donné, ça buguait un peu. Donc, je vais garder ma caméra non allumée pour préserver les bonnes passantes. Donc, on a une question de Manon Zegoudi qui demande combien de tortues avez-vous équipées de balises Argos? Alors, je ne pourrais pas vous donner le nombre exact parce que c'était il y a plus de 10 ans, donc je n'étais pas encore à Mayotte, je n'ai pas participé à cette étude. Donc, il y a eu des tortues, donc si vous connaissez les sites, il y a eu des tortues équipées à Moya et il y a eu d'autres tortues équipées à Ngouja. Donc, il me semble qu'on était autour peut-être entre 10 et 20 tortues équipées de balises Argos. Et voilà, j'espère répondre à votre question. Une question de Héloïse. Est-ce que les femelles adultes utilisent également la lumière pour s'orienter lorsqu'elles retournent à la mer après la ponte? N'a pas été prouvé. Alors, les tortues adultes, elles ont une vision assez importante qui marche aussi bien en milieu terrestre. Donc, elles suivent tout simplement ce qu'elles voient. Donc, elles vont pas forcément avoir besoin de lumière. Et d'ailleurs, la lumière les effraie plutôt. Donc, dès qu'on allume même une toute petite lumière sur les plages de ponte, par exemple un téléphone, on s'aperçoit souvent que les tortues, elles vont pas sortir, elles vont faire demi-tour et ne même pas monter sur la plage. Donc, c'est plutôt quelque chose qui les perturbe. Une question de Ansra Abdou Hamza.
Avez-vous entendu le projet sur la baie des tortues à Bouéni? Je suis très inquiète personnellement, mais je n'ai aucune autorité. Oui, on a entendu parler de ce projet et j'irai même plus loin. On a été sollicité par la personne qui a ce projet pour prendre en compte justement toutes les dispositions nécessaires par rapport à la lumière, par exemple, et d'autres facteurs qui peuvent déranger les tortues. Donc nous, on a fourni tous les documents. Général, des projets comme ça sont soumis à autorisation, que ce soit qui peuvent donner leur avis et même un avis négatif et demander des adaptations par rapport justement au fait qu'il est localisé sur une plage de Pente. Donc la baie de la Tortue, il y avait déjà un hôtel avant, il y avait on va dire, il y avait beaucoup d'activités sur la plage, notamment avec des soirées qui s'organisaient, avec énormément de déchets et des Jeanne, ce qui n'était pas forcément objectif. C'est vraiment oui. Vous oui, m'entendez plus? je pense que, alors là, j'ai un message qui dit que ta bande passante est faible. Je pense pour préserver les bandes passantes, on va... voilà, merci. D'accord. Alors, Jeanne, tu es là? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Alors, on passe à une autre question. Combien de temps dure la période de reproduction? Une question de Céleste Nominé. Donc, j'ai pas entendu le début de la question. Combien de temps dure la période de reproduction? D'accord. Combien de temps dure la période de reproduction? Donc, la période de reproduction qui s'étend donc, du moment où la tortue arrive vers son site de pente jusqu'au moment où elle repart. Donc, elle reprend la migration pour retourner sur son site d'alimentation. Et là, normalement, elle fait environ de 5 à 7 pentes, en tout cas sur Mayotte, de 5 à 7 pentes, espacées chacune d'environ plutôt 2 semaines. Donc voilà, ça nous mène à 2-3 mois de présence site de reproduction et elle reste complètement à jeun, à part quelques exceptions. Donc sans manger. Ok. Une autre question de Charlène Péléchia qui demande si le nid est à 29 degrés Celsius pile, que se passe-t-il au niveau du déterminisme sexuel? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir dans le nid un gradient de température de haut en bas, mais aussi du milieu aux extrémités en fonction de du nid à la chaleur qui vient donc du sable, donc souvent dans un nid, on va avoir un mélange de mâles et de femelles. Je vous ai parlé de 29 degrés, mais en fait, ça va être très... donc, en fonction des études, ce seuil Celsius, voilà. Donc, je pense que c'est vu qu'il reste assez... il y a un certain jeu, on va dire. Et dans tous les cas, à l'intérieur différentes températures moyennes pour chaque œuf. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de chercheurs
déterminisme sexuel des tortues marines, que plus les températures augmentent, plus il y aura un ratio de femelles dans les populations, parce que plus il y aura de petites. Le 29 degrés sera dépassé de plus en plus souvent. Ok, une autre question de Najima Youssoufou. Est-ce que les tortues ont une vision nocturne? De vision nocturne? Oui. Si elles arrivent bien à voir la nuit? Oui. Est-ce que les tortues ont une vision nocturne? Oui. Oui, elles voient la nuit, elles voient surtout les mouvements et tout ce qui est clair. Donc, par exemple, il est important de bouger le moins possible et surtout de ne pas utiliser de lumière. Donc, elles voient, on peut la nôtre. Donc, elles voient, c'est bien, oui. Si la femelle ne trouve pas d'autre plage pour pondre, que deviennent les œufs? C'est une question qui est intéressante. Ouais, c'est une question qui est intéressante. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore exactement. Donc il y a une possibilité qu'elle relâche les œufs tout simplement en mer. Ce qu'on a déjà observé, c'est que une fois que la pente a commencé, quand une tortue est dérangée par exemple pendant la pente, elle peut quitter le nid et continuer à pondre en fait en descendant à la mer. Donc, c'est un mécanisme, une fois qu'il est enclenché, elle va avoir du mal à l'arrêter. Mais ce qui est différent entre la tortue et les humains, par exemple, c'est que nous, on ne peut pas forcément contrôler le moment où on va commencer à, à mettre au monde notre enfant. Mais pour la tortue, elle peut le contrôler un peu. Elle peut contenir les œufs pendant un certain moment, mais on pense quand même que ce moment n'est pas illimité. Donc, à un moment, les œufs seront certainement perdus. Ok. Une autre question de Sylvain Chevalier. Sur votre association, combien avez-vous référencé de tortues en photo-identification sur le secteur suivi? C'est une question très intéressante. Donc, déjà, on a deux espèces différentes, donc la tortue verte et la tortue imbriquée, qui fréquentent donc tous les deux le site La Vasière des Badamiers. Et on constitue des catalogues de photo-identification où dedans, donc, on recense l'ensemble des tortues qui ont été identifiées. Donc, pour les tortues imbriquées, on en a moins d'une dizaine. Et pour les tortues vertes, il y a plusieurs dizaines. Donc, je pense qu'actuellement, là, les nouvelles données sont encore en train d'être traitées, mais on doit être autour de 30 à 40 tortues différentes. Après, elles ne sont pas là tous tout le temps, mais on observe quand même une certaine fidélité avec des tortues qu'on voit régulièrement, et ça depuis une dizaine d'années. Une autre question de Charlène Pellicia. Deux autres petites questions, pardon. Avez-vous déjà constaté des émergences le jour? Et est-ce que l'apnée est directement acquise dès la naissance, similaire à celle des adultes pour l'alimentation et le sommeil? Alors, pour les émergences de jour, oui, il y a des émergences de jour, notamment après une pluie, après une petite diminution de température, et surtout en fin de journée où on voit énormément d'émergences dès qu'il fait un peu plus frais. Donc vers 5 heures ici, si on va à Mayotte, si on va sur les principales plages de pente, en saison, un peu après la saison de pente, on aura énormément d'émergences à ce moment-là. Donc oui, c'est quand même quelque chose qu'on peut observer assez facilement si on a beaucoup de chance.
Et la deuxième partie de la question par rapport à l'apnée des jeunes tortues. Donc, les bébés tortues, bah, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elles sont déjà parfaitement constituées. Elles ont déjà tous leurs organes bien développés pour affronter la mer dès leur naissance. Donc, elles vont arriver dans le milieu marin et c'est là où elle va apprendre en fait sur le tas de faire ses premières apnées. Donc, au départ, les apnées sont beaucoup, beaucoup moins importantes. Elles n'ont pas du tout les mêmes capacités que les tortues adultes, donc elles vont respirer de manière très fréquente, plusieurs fois, même quelques fois par minute. Donc ça, vous pouvez l'observer si vous voyez une émergence. Vous pouvez voir les petites têtes sortir une fois que les tortues ont rejoint la mer. Et donc après, les capacités d'apnée, elles vont progressivement se développer une fois que la tortue a rejoint, après quelques années de vie, son milieu d'alimentation. Ok, Donc, ça prend progressivement. Ok. Une petite prise de parole. Il y a Guillaume Dupré qui souhaite prendre la parole. Oui, j'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Super. Bonjour à tous. Encore une fois, je vais embêter tout le monde avec ma prise de parole. Je vous remercie déjà encore une fois pour la formation, là, qui est toujours aussi bien, c'est chouette. Avec des super illustrations d'ailleurs. Je ne sais pas si elles ont été faites toutes par des enfants, ça m'étonnerait, vu la qualité. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment chouette. J'avais moi des petites remarques. Alors c'est surtout toujours orienté environnement pour ma part, hein. Je suis désolé, mais du coup comme c'est évidemment très lié à la survie des tortues entre autres, hein, mais il n'y a pas que les tortues, mais c'est ce qui en tout cas me préoccupe beaucoup moi. Je voulais parler juste un petit peu rapidement des filets chaluts. On utilise effectivement, bon, il y a des filets certainement qui vont aider les tortues à sortir, etc. Des hameçons qui les prennent pas. Alors tout ça c'est bien, mais le plus gros tort qu'on leur fait, c'est quand même sur les parties de l'industrialisation de la pêche, avec des méga chaluts, avec des méga filets qui font quand même, pour certains, 40 km de long, hein, qui sont traînés des fois à 3000 mètres de profondeur et qui ramassent tout sur leur passage, hein, poissons, tortues, requins, enfin tout est raclé, les coraux sont détruits. Ces filets-là, c'est ceux-là qui font le plus de mal, et vu la durée d'apnée d'une tortue, entre autres, hein, mais il n'y a pas que les tortues, évidemment, plein d'autres mammifères qui respirent de l'air, qui sont dans l'eau, hein, baleines, dauphins, mais même des requins qui se noient ou des poissons qui se noient dans les filets et qui ne sont pas la cible au départ de ces filets. Moi, je pense que le plus raisonnable, c'est pas d'envisager des solutions à ces filets, c'est de se dire simplement que la pêche, en tout cas, qui prend le moins, parce qu'elle va traîner sur moins longtemps et sur une moins grande surface, c'est la pêche artisanale, hein, qui va le plus préserver et qui a toujours préservé d'ailleurs, a priori, l'écosystème dans son ensemble, hein, la tortue faisant partie, étant une partie de cet écosystème seulement, hein. Vous avez parlé du coup du tourisme à Mayotte. Alors là, c'est juste une petite parenthèse quand même. Bon, le tourisme à Mayotte, il n'y en a pas, hein. C'est pas lui qui va sauver les tortues parce qu'il n'y a pas de tourisme à Mayotte. Le peu de gens qui s'intéressent aux tortues, c'est les quelques personnes qui sont de passage 2 à 4 ans en fonction de leur contrat sur Mayotte et qui vont les voir pour le fun. Je ne suis pas certain que pour le moment, c'est ça qui va les sortir des difficultés qu'elles rencontrent, notamment pour la ponte sur les plages. Alors par contre, je pense que ce qui est important, c'est il y a deux choses à mon sens qui sont importantes et qui sont le résultat d'une décision en fait de nos politiques. Hein, parce que c'est bien qu'il y ait des associations évidemment qui œuvrent et qui essayent de faire bouger les lignes, comme la vôtre entre autres, il y en a d'autres, mais c'est quand même une décision des politiques à un moment de faire que, alors je vais donner deux axes qui peuvent être pris, hein. Vous en avez donné un d'ailleurs avec les éclairages et les projets qui peuvent être faits notamment sur l'aménagement du littoral, mais moi, il y a deux choses qui me semblent des décisions qui peuvent être de bon sens des politiques. Il y a, par exemple, je vais prendre l'exemple du Covid-19 parce que pour ne pas avoir de Covid-19 à Mayotte, ça aurait été très simple, il suffisait de fermer l'aéroport tout de suite. Et on est une île, et ça faisait qu'il n'y a aucun cas qui rentrait, hein, à l'image de Wallis et Futuna où il y a eu 0 cas, 0 contamination parce qu'ils ont fermé tout de suite. On aurait pu s'en sortir pareil. Et je prends cette image-là parce qu'en fait,
les déchets plastiques qu'on trouve le plus, par exemple, sur nos plages, il y en a une partie qui viennent de l'océan, qui ne viennent pas de Mayotte, et il y en a toute une partie qui vient de Mayotte. Et on sait lesquelles. On retrouve foultitude de tongs, les tubes de glace, toute la vaisselle en plastique à usage unique, les couverts, les gobelets, etc. Alors, je parle uniquement des déchets plastiques, il y en a bien d'autres qu'on retrouve aussi, mais en tout cas sur les déchets plastiques, ne pas retrouver ces déchets plastiques sur les plages, c'est tout simple. Sur une île comme Mayotte, il suffit d'interdire leur importation. Donc, on ne vend plus de plastique à usage unique à Jumbo, on n'en vend plus à Baobab, on n'en vend plus nulle part. Et on en retrouvera déjà beaucoup moins sur les plages, au moins moitié moins. On interdit les espèces de tubes de glace qui sont en plus un carnage pour la santé des gamins de Mayotte et qu'on retrouve mais partout en quantité énorme. Et puis, ce sera déjà ça de moins qu'on retrouve sur les plages. Et on est une île, c'est facile de le faire, c'est une décision politique. Voilà, donc c'est la même chose pour les déchets plastiques. Et une autre chose qui peut être aussi une décision politique, on connaît à peu près les périodes de reproduction des tortues, si c'est parler de la protection des tortues en tout cas. Il suffit d'interdire l'accès à ces plages pendant les périodes de reproduction. Donc ça fait pendant 3 mois, la nuit, les plages sont interdites d'accès, elles sont surveillées. Je rappelle toujours qu'il y a quand même, en dehors de Sea Shepherd qui fait ses campagnes l'été, mais il y a quand même une brigade verte au Conseil général de 12 personnes qui sont payées à temps plein, qu'on ne voit jamais sur les plages. Il pourrait y avoir ces brigades qui sont utilisées à bon escient pour encadrer les plages, mettre de l'affichage sur les plages. Tout ça, c'est de la volonté politique en fait. Voilà, j'ai un petit peu fini. Alors bien sûr, un grand merci aux associations et aux différents acteurs qui œuvrent, qui viennent donner un coup de main dans les associations, les bénévoles, etc. Parce qu'il y en a beaucoup sur Mayotte quand même, y compris dans les gens de passage. Mais tout ça, c'est bien. Il faut le médiatiser, ça donne de l'importance, mais ce ne sera pas suffisant pour sauver notre océan et pour sauver la planète. Je ne parle pas de nous sauver nous parce que c'est secondaire. Voilà, merci beaucoup pour le temps d'intervention. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vais juste peut-être rebondir sur quelque chose que Guillaume a dit par rapport à la disponibilité de nos formations et de nos présentations pour les enfants. Donc, je vous invite à tous d'aller voir sur notre chaîne YouTube. Depuis le confinement, on a lancé une initiative justement pour sensibiliser les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école durant le Covid. On a lancé une initiative de sensibilisation en ligne qui s'appelle les tutos tortues. Et donc, vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube une playlist de tutos tortues qui aborde l'ensemble des thématiques qu'on aborde là, mais adaptées aux enfants. Donc, c'est quelque chose de très, très ludique, très intéressant. Et n'hésitez pas à les montrer à vos enfants ou même les regardez vous parce qu'il y en a certaines où vous allez certainement apprendre des choses nouvelles. Donc, n'hésitez pas non plus de les utiliser lors de vos sensibilisations, etc. C'est là pour faire passer les messages et c'est adapté du coup pour les enfants. Donc, j'ai vu, il y a une autre question de Céleste. Oui, j'étais en train de lui répondre en même temps pendant que tu parlais. Donc, je vais partager sa question. C'est est-ce que vous identifiez uniquement les tortues du site des Badamiers? Alors, pour notre association, oui. Il faut savoir que la photo-identification, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, il faut y aller régulièrement dans l'eau avec les tortues pour les prendre en photo sans les déranger. Et donc, c'est quelque chose qui est fait, qui ne peut pas être fait sur l'ensemble de Mayotte. Donc, il y a une autre initiative en cours par une autre association sur l'herbier d'Aenbouja, qui est aussi un herbier très, très fréquenté. Et pour l'instant, c'est tout. Il n'y a que ces 2 sites-là où il y a de la photo-identification. Après, les gens peuvent bientôt participer à la photo-identification, donc comme un réseau de sciences participatives. Donc, il y a une plateforme qui a été développée par Kilounia et l'IFREMA, maire de La Réunion, et qui va bientôt être ouverte pour Mayotte et qui permettra donc aux plongeurs, aux personnes qui
voilà, qui vont fréquenter les tortues sous l'eau, de prendre leurs photos et de les enregistrer sur cette plateforme qui s'appelle Torsoy, et où vous pouvez même voir donc si cette tortue a déjà été observée par quelqu'un d'autre. Donc c'est assez ludique, et ça va normalement dans l'année à venir, ça devrait être ouvert à Mayotte, et on vous tiendra bien évidemment au courant. Une autre question de Céleste. Vous pouvez me réexpliquer le principe et le nom de la poche femme, la poche femelle, qui peut accueillir plusieurs spermes, s'il vous plaît? Oui, alors, donc ça c'est la spermathèque. Donc la spermathèque, et comme le nom le dit un peu, c'est une poche qui permet donc de recueillir les spermes des différents mâles qui se sont accouplés avec la tortue. Donc ces spermes accumulés dans cette poche va pouvoir féconder les œufs avant la ponte. Donc, c'est très utile pour la tortue, parce que d'un côté, elle a besoin que d'un seul accouplement pour assurer un certain nombre de pontes et donc de fécondation des œufs. Mais d'un autre côté, elle peut avoir plusieurs accouplements durant toute sa saison de reproduction, ce qui fait qu'elle peut recueillir le sperme donc, de plusieurs mâles, et qui permet donc la diversité génétique dans ses nids, dans les œufs qu'elle va pondre, et qui vont donc avoir une mère, donc celle qui pond, et plusieurs pères, donc les différents mâles avec lesquels la tortue s'est accouplée. Donc c'est un organe qu'on trouve chez les tortues, chez certains autres reptiles, mais qu'on peut aussi, par exemple, trouver chez certains insectes. C'est quelque chose qui est quand même assez connu dans le monde animal. Torsoy. Oui, il y a 2 O, c'est océan Indien à la fin. Attends. Ah, pardon. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le trouver facilement dans Google. Vous pouvez facilement trouver la plateforme qui est déjà ouverte pour la réunion. Il y a aussi quelle est l'association qui s'occupe du site de Ngouja. Donc, c'est une association qui déploie des éco-volontaires à Mayotte, qui s'appelle ESCAL, qui déploie des volontaires uniquement sur le site de Ngouja. Pour l'instant, je pense que c'est la seule action de cette association. Et je ne sais pas non plus si aujourd'hui, par exemple, il y a encore des éco-volontaires en place. Il y a encore quelques temps, il y en avait, mais maintenant, avec le contexte, j'imagine que ça a été un peu compliqué. Ok, ben je pense qu'on a débordé un peu du temps de 13 minutes, mais c'est pas grave s'il s'agit d'apprendre encore un peu plus sur nos tortues. On vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui. Je vous rappelle, la prochaine session, ce sera jeudi à 10h, et qui se portera sur les déchets plastiques. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit, et on vous dit à bientôt. À bientôt, et merci beaucoup. Tous. Et bonne journée. Ah, il y a une autre question.